Vous le savez, Madame, Messieurs, la RDC continue à vivre sous cette agression rwandaise dont sa partie est la République démocratique du Congo, bien sûr. Aujourd'hui, le regard de tous les Congolais sont donc fixés vers l'est de la République démocratique du Congo à la recherche des solutions, chacun dans ce qu'il fait. Et sur ce plateau, nous sommes là pour analyser la situation qui reste dominée par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour l'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Ivan Ilunga, président national du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Docteur Ivan, vous allez bien? Nous nous portons au rythme du pays. Au rythme du pays. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau après plus d'une année. Le plaisir est partagé parce que il faut dire que votre émission est l'une des grandes émissions suivies en République démocratique du Congo, qui fouine la vraie information à la source. Voilà pourquoi elle est tellement crédible et lorsque nous sommes conviés à y être, on n'hésite pas. Merci bien. Et aujourd'hui, les Congolais vont suivre l'actualité de la semaine avec vous. Quel est votre regard aujourd'hui de la situation en République démocratique du Congo, situation sociale, politique? Il faut dire que la situation en République démocratique du Congo est dans une courbe évolutive. Parce que s'il fallait comparer le Congo actuel à l'ancien Congo, sinon le Congo en 2020, 2018, 16, nous notons quand même avec satisfaction. Là, je parle en tant que souverainiste. Nous notons avec satisfaction les avancées que, n'est-ce pas, connaît la République démocratique du Congo. Sur le plan social, il y a eu quand même ce que je peux appeler un des éléments majeurs, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Quand vous vivez à Kinshasa, vous avez comme l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et lorsque vous êtes chez moi à Chilenge, chez moi à Ngandajika, pourquoi ne pas parler à Beni, Butembo, ainsi de suite, vous conviendrez avec moi que l'action posée par le président de la République et tout son gouvernement en termes de sécurité sociale est une évolution. Évidemment, ils doivent aller vers la perfection, question d'améliorer. Sur le plan sécuritaire, évidemment, il faut dire que nous sommes victimes, comme nous avons toujours dit, et personnellement, en tant que souverainiste, une fois de plus, j'ai toujours dit que la question de la sécurité en RDC a souvent été traitée avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire quoi? Avec beaucoup de légèreté, alors qu'on a vu le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé à la tête, il était déterminé. Et on va même se rappeler que lors de son premier mandat, il avait dit qu'il va considérer qu'il a réussi son mandat si l'Est de la RDC est pacifique. Moi, je vous parle d'une courbe évolutive, c'est-à-dire je prends le Congo depuis, par exemple, 90 jusqu'en 2025. Je fais une analyse substantielle et fondamentale. Au regard de cette analyse, je dis que vous avez parlé de légèreté en ce qui concerne la situation sécuritaire. La question de l'insécurité à l'Est de la République était traitée avec légèreté. Lorsque le président Félix est arrivé, j'ai senti un peu de sérieux, j'ai senti un engagement sincère et franc. Nous avions toujours indexé les CNDP, nous avions indexé le RCD, nous avions indexé XY. Le président Félix arrive, il nous dit haut et fort que le problème de cette agression, ce ne sont pas les mouvements AFC M23. C'est Kagame et le Rwanda qui en veulent, n'est-ce pas, à la souveraineté de notre État, qui veulent piller nos minerais. Et donc, lorsque j'ai vu cet accent, ça a augmenté ma fibre patriotique. Voilà pourquoi, par les passés, vous nous avez vu monter au créneau. Sans avoir un soutien de l'État congolais, nous avons mobilisé la jeunesse congolaise contre cette agression. Et donc, je pense que sur la sécurité, il y a quand même une régression parce qu'il y a des Congolais qui sont morts. Mais nous sommes passés à une phase offensive, une phase rationnelle, où nous savons avec qui nous avons affaire. Et donc sur le plan économique, vous avez vu comme il y a une stabilité de taux de change. Depuis l'accession au gouvernement de Mme Souminois, nous sommes à peu près 28 500. C'est vrai que l'idéal aurait qu'il y ait
n'est-ce pas, que ce contraste qu'il y a entre le cours de change, le cours de la monnaie sur le plan national et les prix des denrées. Il y a quand même un grand fossé. C'est un grand problème. Il y a un grand et les fossé. ventres continuent à être affamés. Effectivement, il y a un grand fossé. Vous pouvez dire à la population tous les indicateurs que vous pouvez, mais sur la réalité, les paniers de la ménagère ne répondent pas aux besoins du Congolais. On ne sent pas l'impact de la bonne gestion dans les paniers de la ménagère. La gestion d'une entité, la gestion d'une république demande à ce que les actes que vous produisez puissent corroborer, puissent se conformer aux réalités des terrains. Et donc sur le plan économique, je trouve qu'il y a une fossé énorme entre je dirais, tous les indicateurs qu'on cite. Et comment relever ce défi? Effectivement, il faut travailler. Vous savez, ce Congo a besoin de travailleurs, a besoin des gens qui sont engagés. C'est tout simplement ça. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore ces gens? Il n'y a pas encore des gens qui comprennent qu'on ne vient pas à la tête d'un ministère, pas pour fêter, je dirais pour s'enrichir, pour aller se taper des vacances en Europe, mais on vient pour travailler. Est-ce que là, vous êtes en train de soutenir le propos d'Augustin Kabouya qui a dit... Non, je ne soutiens pas le propos de mon aîné Augustin Kabouya parce que il est président d'un parti. Vous abordez presque dans le même sens. Effectivement, si nous abordons dans le même sens... C'est votre constat. Si nous abordons les choses dans le même sens, ici, je ne viens pas indexer les individus. J'indexe plutôt le système. Le système. Est-ce que Augustin Kabouya, on faisait de lui le ministère de l'Intérieur, il allait faire mieux que les autres? Par contre, si on réglemente les systèmes, nous aurons des ministres, nous aurons des mandataires qui ne viennent pas pour dormir dans des bureaux. Comme l'a dit mon aîné Bitakuira, ils arrivent ivres déjà à 13 heures. Ils n'arrivent pas à travailler. Et donc, lorsque vous travaillez, maman, le Congo, c'est un continent. Au Congo, tout est priorité. L'éducation, le social, tout est priorité. Et donc, dans tous les domaines, il y a toujours de problèmes. Lorsqu'on fait de vous ministres de la République, c'est en fait une folie. Vous n'avez plus le temps pour vous. Vous devez donner le meilleur de vous-même. Et regardez le bilan. Vous savez, quand on dit non, les bilans, chacun de nous doit se regarder lui-même. J'ai été ministre des droits humains. J'ai été ministre des Affaires étrangères. J'ai été ministre de ceci. Face à moi-même, quel est le bilan? Quelle est la cote que la population me donne? Et donc, de manière globalisante, je peux dire que la situation, la courbe d'évolution en République démocratique du Congo est en oscillation. Et nous espérons, notre souhait, c'est que les responsables à tous les niveaux prennent la charge de leurs responsabilités et donner aux Congolais ce qu'ils attendent. Alors, docteur Yvan, vous l'avez dit, ce n'est pas un problème d'homme, mais c'est le système. Effectivement. Est-ce que là, vous rejoignez les voix qui estiment qu'il était temps pour la RDC de retoucher sa constitution? Vous savez, toute constitution est sujet au besoin à une révision. Il n'y a pas de constitution éternelle. Lorsque vous sentez que certains secteurs régis par la Constitution ne permettent pas l'évolution ou le développement d'une nation, il y a possibilité de... Est-ce que déjà vous êtes de cet avis pour dire que le système, c'est voir directement la Constitution? Il y a certains articles, effectivement, qui mettent la République démocratique du Congo à genoux. Ça dérangerait quoi, par exemple, si l'on change un article ou un autre? Ça dérangerait les intérêts de qui? Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens ont peur? Parce que bien qu'il y a la guerre, la Constitution. Bien qu'il y a la guerre, il y a le professeur André Mbata qui est revenu pour dire que des temps comme ça devraient pousser à une réflexion supplémentaire sur la Constitution. Moi, je pense que le temps pareil devrait pousser les chefs de l'État à prendre des actions, je dirais, à impact visible. Par exemple, le remaniement du gouvernement. Le remaniement du gouvernement. Voyez-vous Vladimir Poutine en pleine guerre avec l'Ukraine et tout l'Europe occidentale, il a tout de suite remanié son gouvernement en changeant les ministères de la Défense. Sommes-nous fiers aujourd'hui? La Constitution, évidemment, c'est une réflexion qui a commencé. En lieu et place de la mettre sur la table aujourd'hui, c'est le moment que les gens, de manière délibérée, je vais revenir, de manière délibérée, dépassionnée, se mettent autour d'une table de manière dépolitisée, réfléchissent sur les réformes que l'on doit apporter à la Constitution. C'est le moment, je ne contredis pas. Mais pour le moment, moi, à mon humble avis, il faudrait que le président de la République comprenne la hauteur des enjeux et y mette des personnes qu'il faut. Chaque ministère, comme je vous l'ai dit, est
élément, est un maillon du développement, de la recouverture de la souveraineté de notre État. Chaque ministère. Il n'y a pas de petit ministère comme vous le pensez. Et donc la priorité maintenant, c'est de se dire, j'ai besoin des vrais attaquants. Qui peut me donner quoi? Je vous donne l'exemple de la ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'elle pèse le poids pour lequel elle a été mise à cet endroit, à ce poste. Oui, si vous avez 10-13 Thérèse, je vous prends le ministre de la Justice, qui en pleine révolution se met en guerrier pour barrer la route à Corneille Nangaa, inquiéter les intérêts des Nangaa. Justement pour condamner en fait, une méthode, je dirais une mesure pédagogique. Mais il y a des gens qui pensent qu'il est plus dans le populisme. Tant mieux, mais nous avons vu des réformes. Je pense qu'il a convaincu plus d'un. Lorsqu'il est arrivé, on pensait populisme, mais c'est un monsieur qui travaille. Allez dans les secteurs de la justice. Je suis allé au parquet, j'ai vu, hier c'était vous payez comme vous voulez, mais aujourd'hui tout est réglementé. Je me suis dit, ça c'est quand même un résultat qu'il faudrait accompagner. Je donne l'exemple de ces deux ministres pour dire que le président de la République doit se dire, lorsque j'ai un ministre à gauche, un ministre à droite, nous ne sommes pas au cinéma. Ce sont des attaquants de Ce sont des attaquants, je dirais, ce sont des révolutionnaires, ce sont des grands guerriers, des gens qui ne fuient pas. Vous avez des gouverneurs qui abandonnent leurs entités parce que, soi-disant, parce qu'il y a une menace qui vous avez des militaires qui abandonnent le front parce que nous allons y revenir. Il faudrait maintenant là une révolution. On prend ce premier dossier, on se retrouve juste après. Qui est présidé par notre archevêque supérieur, le docteur Louis Ismaël Kamba Batanganay, qui nous a mandaté pour venir déposer l'offrande qui avait été initiée par le chef de l'État, par son Excellence le ministre de la Justice, Kamba. Nous avons répondu à cet appel et notre archevêque supérieur nous a mandaté ensemble avec l'archevêque supérieur, l'archevêque régional de la ville province de Kinshasa, et notre trésorier, l'évêque Clarisse, et nous, dans son cabinet, moi son directeur de cabinet et le directeur de cabinet après son éminence, le Kamba Israël. C'est ainsi que nous sommes venus vous présenter ce que nous avons pu récolter comme offrande et contribution pour nos femmes blessées et pour nous préparer. Le montant sera donné par l'archevêque régional de ville province de Kinshasa. Et nous soulignons que c'est juste pour la ville province de Kinshasa. Merci, Dr. Je suis membre de la commission. Nous, la région ecclésiastique de Kinshasa, de communauté de l'éveil, dirigée par son éminence, l'archevêque supérieur, le docteur Doudou Kamba Israël, nous avons pu réunir avec nos paroisses de la ville de Kinshasa 40 400 500 francs congolais et 2000 $. Comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui trahit. La trahison, ce n'est pas Moutama. Nous sommes des gens dignes que nous assumons nos choix. Et surtout ces choix qui portent sur la défense de la patrie. Et nous assumons nos décisions. Nous ne sommes pas de ceux qui trahissent et ceux qui vont avoir peur. Dis non, mais ils sont maintenant à Bukavu, non, ils sont à Goma. Comment ça, oui, allô? Nangoloba Lisute. Azo Zelaboya, on a tenu à gagner. Obo Mangate, non, Toko Bunda. Toko Sani. Toko Bunda. Soit Makasi au Betsina. Soit Makasi Petro. Baya. Osera. Pasani. Baya. Baya. Opoussa.
naokai mtu mona bon alors to ele tela kenge ouais boya mutambaza wapi anatina okolokota bango moko na moko e kozongisa bango parce que le peuple est avec son président qui s'est fait pas pour sa communauté aventure bazosala na la trahison. Mais voilà ce qui arriverait. En fait, le pacte va signifier quoi? Les gens ne viennent pas au pacte pour vos beaux yeux. Nanga va venir. Il vous dit pour la cohésion sociale, laissez-moi le Kivu, le Nord Kivu et le Sud Kivu, j'ai le gouvernement. Sa conditionnalité. Vous êtes prêts à accepter ça, vous Congolais? Nanga va venir avec tous ces militaires, ces généraux. Ils ont pris Goma, d'autres sont morts. Nous voulons aussi des postes au sein de l'armée. Infiltration plus. Kagame remet ses généraux. C'est ça la base du pacte social. Il ne faut pas s'arrêter au pacte social. Quel est l'aboutissement? Le mixage, le brassage. Mais on va arriver à quoi? Parce que le bon, vous vous opposez, on ne s'est jamais opposé à la cohésion nationale. Mais professeur, pourvu qu'il y ait la paix, pourvu qu'il n'y ait plus de guerre, pourvu qu'il n'y ait plus de tueries, s'ils peuvent obtenir ça à travers ce qu'ils ont fait, peut-être quand ils vont terminer, vous allez l'obtenir comment? Ils vont donner un cahier des charges. Et oui. De tout le monde. Est-ce que le peuple congolais, pour qu'il y ait la paix, je voudrais être d'accord avec vous. Sommes-nous aujourd'hui à accepter l'esclavage pour qu'il y ait la paix? Pourvu qu'il y ait la paix, est-ce que nous autres Congolais, nous sommes prêts, pour qu'il y ait la paix, à accepter l'esclavage? Si vous êtes prêts à accepter l'esclavage pour besoin de la paix, moi je ne suis pas prêt. Lumumba n'accepterait pas. Laurent Désiré Kabila n'accepterait pas. Étienne Tshisekedi n'accepterait pas l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que la paix sous esclavage? Qu'est-ce que c'est que la paix sous esclavage? Que signifie la paix? Non, mais pouvez que là, la paix, qui est la paix? J'entends même certaines personnalités. L'essentiel, c'est la paix. Mais je pose la question, que signifie la paix sous esclavage? Est-ce que c'est une paix? Moi, je ne serais pas prêt à accepter une paix sous esclavage. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de paix sous esclavage. Il a été élu par tout un peuple. Le peuple congolais n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais. Et quel est ce Congolais normal? Mais vous avez montré les images, non, Ambroise? Oui. Ces Congolais-là de Bruxelles, ces Congolais-là du Canada, seraient prêts pour la paix, que vous devenez esclave parce que vous voulez la paix? Ces Congolais-là de Russie, ces Congolais d'Afrique du Sud, on a la paix, ils accepteraient de devenir des esclaves du Rwanda, tout simplement parce qu'il y a la paix? Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que signifie la paix sous esclavage? Nous ne sommes pas prêts à l'accepter. C'est pourquoi vous m'avez vu à Strasbourg. Okay. Et avec la même tonalité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce que vous voulez? Il faut passer dans ce monde, non? Vous allez passer dans ce monde comme un traître qui aura trahi sa nation? L'histoire retiendra de vous quoi? Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Des lâches qui n'ont pas su résister. Les pères de l'indépendance, qu'est-ce qu'ils retiendront de cette génération? Que vous avez sacrifié votre peuple pour quelle paix? Pour des impératifs d'ordre matériel? Vous avez vendu toute une nation? Docteur Ivan, vous avez insisté pour dire que l'urgence pour le président de la République, c'est de remanier le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez à la place du gouvernement sous vous? Comme je l'ai dit, un gouvernement est l'âme d'une nation. Évidemment, le président de la République, j'en arrive. Évidemment, le président de la République est l'incarnation également de besoins de sa population. Voilà pourquoi lorsque ça ne marche pas, dans un Congo de Lumumba, on ne voit pas la première ministre Souminois, mais on voit directement le chef de l'État. Avec ce gouvernement, les Congolais lambda sont convaincus qu'avec moi, qui est évidemment peut-être 2, 3, 4, 5 ministres qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais les autres, nous avons comme l'impression... Et les chefs du gouvernement? Nous avons comme l'impression que ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ah. Moi, je suis un homme qui respecte le principe. Lorsque l'on nomme le gouvernement, ça suppose que le Premier ministre a fait un casting.
Et lorsque ça ne marche pas, c'est au Premier ministre de pouvoir donner des orientations. Donner des coachings, dire bon, ça il faut faire, ça il faut faire. Mais est-ce que la Première ministre est-elle fière? Excusez-moi, est-elle fière de son rendement? La population est fière. Je ne suis pas déçu de la Première ministre, je suis déçu du gouvernement dans son ensemble. Je suis ici porte-parole de la population congolaise qui n'est pas d'accord dans certaines tactiques, dans certaines manières de faire, dans certaines manières de gérer la chose publique. L'on note quand même des légèretés à certains niveaux. Il faudrait que le président de la République remanie ce gouvernement, garde autour de lui des ministres utilitaires, des ministres importants. Lesquels par exemple? Lorsque l'on parle, je ne voudrais pas faire la publicité de X, Y, mais le Congolais essaie de faire votre sondage, vous êtes journaliste, le Congolais vont vous renseigner que nous préférons garder tel, échanger d'équipe. Le président de la République est considéré aujourd'hui comme le coach. Lui-même sait voir que tel... Qui fait quoi? Tel est à la hauteur, l'autre n'est pas à la hauteur. Pour l'intérêt suprême de la nation. J'ai suivi, j'ai ouï dire, on a parlé de réduction du train de vie des institutions. La meilleure façon de réduire le train de vie des institutions, c'est de réduire le nombre de membres du gouvernement. Vous savez, le gouvernement, un ministre, vous consomme la vie de toute une communauté en termes de frais de fonctionnement, en termes de fonds secrets de recherche, en termes de salaire de membres du cabinet, mais le rendement n'est pas à la hauteur des attentes. Alors, vous proposez combien des membres du gouvernement? Je pense que pour le Congo, si on a 26 ministres, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui souhaitent avoir un gouvernement de guerre? Parce que nous sommes... Gouvernement de guerre, je dis non, parce que nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes agressés. Le chef de l'État, jusqu'à ce jour, n'a pas fait recours à la guerre, n'a pas fait de déclaration de guerre. J'aime la politique stratégique du chef de l'État, c'est mettre tout le monde sur la table des discussions, de manière sincère. La communauté internationale, la RDC en tant que nation, ne vit pas de manière isolée. Nous sommes signataires de plusieurs, je dirais, dans plusieurs organisations. Voilà, dans plusieurs structures étatiques, non étatiques, régionales et sous-régionales. Et donc, à cela, nous devons répondre à certains principes. Le Rwanda, le président de la République l'a dit dans l'un de ses discours, a dénoncé les velléités expansionnistes et rétrogrades de Kagame, qui pense qu'on peut encore aujourd'hui penser à un Hitler, à je ne sais pas moi, à un Mobutu, à un dictateur. Non. Nous sommes au temps moderne aujourd'hui. Une révolution voudrait que l'on se respecte mutuellement, que l'on respecte les accords, les traités internationaux. Bien sûr qu'on doit respecter ces accords, mais ça énerve quand même parfois la communauté congolaise qui dit mais Félix Antoine Tshisekedi, jusqu'où il va continuer à être pasteur, à être gentil? Non, le président alors Félix... il y a des Congolais qui tombent, qui perdent leur vie. Je partage, je dirais ici, la mémoire de tous ces Congolais qui tombent. Voilà pourquoi... Plus de 5000 morts, ce carnage. Vous parlez de 5000 morts à Goma. Mais si vous résumez... depuis cette agression, depuis que l'agression a commencé plus de 30 ans, c'est presque une population d'un pays. D'un pays, peut-être même du Rwanda. Voilà, qui est décédé. Et donc, voilà pourquoi je ne suis pas... je ne traite pas avec légèreté lorsqu'on parle de la question de l'Est. Je prends toute la rigueur que possible. Il faudrait que les gens répondent à leurs actes. Il faudrait que les traites répondent à leurs actes. Vous avez Corneille Nangaa aujourd'hui qui a été condamné. Avant même cela, Corneille Nangaa fut comme un président d'une grande institution d'appui à la démocratie en RDC. Est un traître. Ancien président de la CENI. C'est justement une opportunité, une occasion ici pour moi d'interpeller le président de la République, mais aussi les députés nationaux, les sénateurs, sur la gestion de la Commission électorale nationale indépendante. Une caisse de résonance qui n'est pas contrôlée. L'argent qui est disponibilisé pour la CENI est détourné par tous ces animateurs. Corneille Nangaa n'avait pas les moyens. Un président de la CENI qui avait des carrés miniers. Voilà. Corneille Nangaa n'avait pas les moyens qu'il avait avant. Lorsqu'il a été fabriqué par les pères des églises, et on a fait de lui représentant, je crois, des églises des réveils. Des églises des réveils, il est devenu président de la CENI. Il s'est enrichi follement avec l'argent de Congolais, des contribuables Congolais, des paisibles Congolais, des faibles Congolais. Et à l'issue de cet enrichissement, Corneille Nangaa décide d'aller avec ses parents, n'est-ce pas, soutenir l'agression
c'est-à-dire qui tue ses frères et sœurs congolais. C'est-à-dire qu'il a fait de manière consciente. Corneille Nangaa n'est pas quelqu'un qu'on dirait un frustré, non. C'est un haineux. Corneille Nangaa, c'est une personne de mauvaise foi qui a décidé délibérément d'adhérer à un mouvement qui veut prendre le pouvoir par la force et tuer ses frères. Alors, vous parlez de Corneille Nangaa. Nous avons vu le président de la République après le carnage à Goma, qui a appelé tout le monde, chacun dans ce qu'il fait, de se mobiliser pour barrer la route à l'ennemi. Et du coup, on a vu le couple, on les appelle aujourd'hui un couple, ECC-Senko, qui s'est décidé de mettre en place une initiative, le pacte social. Docteur Yvan, on vous a vu, vous vous êtes levé, vous avez mobilisé les Congolais de Kinshasa, vous étiez au front pour barrer la route à ce projet. Pourquoi? Vous savez, je parle de l'histoire des dialogues dans ce pays. Et j'ai aimé le mot que vous avez utilisé. Les pères d'église ECC-Senko se sont levés de manière délibérée. Ils sont allés voir le chef de l'État. Et à la sortie de l'audience avec le chef de l'État, ils ont voulu légitimer cette aventure qu'ils appellent dialogue. Je suis très sérieux envers les Congolais qui me suivent. Allez-y. La question du dialogue entre Congolais est une question, est un principe auquel je ne peux qu'adhérer. Parce que nous avons quand même un État-nation, avec plus de 9 voisins, avec, avec un héritage passif et actif des seigneurs de guerre. Évidemment, il faut dialoguer pour trouver des solutions, comme on dit, de solutions à l'arbre à palabre. Mais quand et comment dialoguer? Vous ne pouvez pas dialoguer, surtout pas avec un ennemi qui veut à votre vie. Et ce qui m'a, moi, personnellement, dérangé, qu'est-ce qui vous a dérangé? hors mon état d'être congolais, c'est que les pères de l'Église sont prêts à donner des béquilles à Corneille Nangaa. En dehors de Corneille Nangaa, ils sont allés grave voir les sanguinaires qui aujourd'hui est enseigné dans les écoles et universités que Kagame est un sanguinaire. Les pères des églises sont allés voir Kagame. Ils sont allés voir Ruto. Pourquoi ils ne sont pas allés en Angola voir aussi le président angolais? Pourquoi ils sont allés à gauche? Qui leur a mandaté? Nous sommes un État laïque, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un État chrétien forcément. Toutes les confessions ont leur place. Et puis de l'autre côté, le couple ECC-Senko a pris donc l'avion pour aller voir Kagame, alors que le président de la République a échangé avec les autres confessions religieuses réunies au sein de la plateforme de confessions religieuses, où il a demandé que toutes ces églises, au sortir au fait de l'audience, on a vu le numéro 1 de cette structure qui a dit que non, le président a demandé à ce que les églises se retrouvent autour d'une table pour harmoniser les vues, mais du coup, on voit que les couples s'est envolés pour aller rencontrer. C'est comme ça que je dis, moi je trouve que le couple ECC-Senko a un agenda caché. Comment ça alors? Qui finance les déplacements du couple ECC-Senko? Qui loge le ECC-Senko? C'est des questions qu'il faudrait poser. Ils ont rencontré Nangaa avec beaucoup de facilité. Ils vont rencontrer Kagame avec beaucoup de facilité. Le chef de l'État a boycotté. Vous l'avez suivi. Le chef de l'État a boycotté sa présence lors du sommet, je crois, c'était de l'EAC ou de SADC, je ne me rappelle plus. Mais le chef d'État n'est pas allé. Lorsque le chef d'État monte au créneau pour dire aux Congolais que l'envahisseur, l'agresseur, c'est Kagame, et que vous venez, est-ce qu'au Rwanda, il n'existe pas d'église catholique ou des églises protestantes? Pourquoi entre eux, les pères d'église, ne se sont pas réunis pour faire rencontrer le président Tshisekedi et le président Kagame? Pourquoi n'ont pas fait ces démarches-là? Aujourd'hui, ils sont dans une démarche politique. J'ai vu, ils sont allés voir même Fifi Masuka. En quoi ça engage Fifi Masuka dans cette aventure? Fifi Masuka est de la majorité présidentielle, Union sacrée. Si Fifi Masuka doit répondre à un prélat ou encore à une réunion avec les églises, ça suppose que ça doit passer par le chef d'État ou encore le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Parce qu'elle est de l'Union sacrée. Or, faire outre cette démarche, c'est créer une rébellion, c'est créer une tension interne. Je dis ici, il n'y a pas de problème entre Congolais. Chadar, il vit où? Emmanuel Ramazani Chadar, il vit au Congo. Il est du PPRD. Il n'a jamais été inquiété, même pas une seule fois. Il enseigne à l'université. Et les autres,
Obemina vit tranquillement en RDC. Et donc, la question... Franck Diongo est à l'exil. Franck Diongo, c'est un... Franck Diongo est similaire, en fait, aux aventuriers comme Nanga. Franck Diongo, en réalité, il avait perdu toute sa substance sous Kabila. Il avait perdu toute sa substance. Et vous voulez nous donner l'impression, nous qui nous battons matin, midi, soir, nous qui sommes au front, vous voulez nous démobiliser en nous donnant l'impression qu'il faudrait dialoguer. Voilà pourquoi des villes ne cessent de tomber. Vous avez suivi Bukavu est tombé. Excusez-moi, parce qu'on a interdit cela. Bon, ils sont entrés à Bukavu sans bain de sang. Les militaires au front se sont retirés. J'ai même vu un communiqué demandant à tous les militaires qui ont déserté de revenir au front. Parce qu'ils ont comme l'impression que c'est une cabale politique. Nous mourons au front. Nous sommes appelés à s'enrôler dans l'armée. Nous allons au front pour faire la guerre et entre-temps, on voit derrière nous les églises soutenir, par exemple, Konananga, se réunir avec Kagame. On va se rappeler que Nanga a été comme un président de la centrale électorale avec l'aide de je lis ceci, ça démobilise. En ce moment, nous ne pouvons pas parler de dialogue. Nous sommes au front. Nous sommes un État souverain qui a une armée et qui a toutes les institutions de la République en place. Nous avons un président de l'Assemblée nationale qui représente la population. Nous avons le président du Sénat, nous avons les députés provinciaux. S'il y a consultation, s'il y a vraiment une crise, c'est à ce niveau-là. Les effets néfastes de la guerre à l'Est, c'est la démobilisation. Ah bon? Je vous dis la vérité. Les effets néfastes du dialogue, c'est la démobilisation. Les pères des églises nous ont donné l'impression, ou nous donnent l'impression, que nous devons tous nous plier à Kagame, nous mettre à genoux devant Nanga. Nous allons revenir sur ce dossier-là. On prend d'abord ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour continuer avec le débat. Il y a également de l'autre côté des audios qui ont quand même circulé à travers les réseaux sociaux, des pleurs, des audios attribués aujourd'hui à la veuve du feu Etienne Tshisekedi, Maman Marthe Kassalou. Mais l'inquiétude de plus d'un Congolais, on n'a pas entendu une réaction ni de la famille présidentielle, encore moins la réaction de son parti, l'UDPS, même pas la réaction de la maison civile. Non, là, en ce qui concerne son parti, je suis là, et moi-même d'ailleurs, et même sur mon compte Twitter, je pense que ceux qui le consultent, ils peuvent se rendre compte. C'est ça la campagne exactement que moi, je dénonce. Et je préviens les Congolais. Que l'ennemi vient avec plusieurs stratégies. Donc vous voulez dire que ce n'est pas vrai, déjà? Donc les Congolais doivent savoir que ces audios ne viennent pas de Maman Marthe. Quand vous entendez, même les personnes qui n'ont jamais rencontré Maman Marthe, à l'âge des mamans, lorsque vous la rencontrez, la volupté, l'énergie, l'énergie dégagée dans ces audios. À moins que cela, c'est une jeune maman qu'on a manipulée, et puis elle parle, et puis maman marque sa sagesse. Ayant vécu autour du Sphinx, sa sagesse. Et puis elle a commencé la politique depuis. Voilà. Donc j'affirme ici, je dis à mes compatriotes que ça c'est une campagne de M. Kagame qui consiste à diviser les Congolais pour avoir accès à la balkanisation du Congo. Vous savez quoi? Il veut opposer le Swahiliphone aux autres tribus du Congo pour dire que non, voilà les Swahiliphones, vous avez été discriminés. Et c'est dans le même optique d'ailleurs. Dernièrement, lorsqu'on a... la police est allée arrêter des bandits autour du stade des Martyrs. Stade des Martyrs, oui. Voilà, on a vu des audios et des vidéos sur les réseaux sociaux où on disait voilà que les Swahiliphones étaient malmenés à Kinshasa. Et puis, malmenés par qui? Par les combattants de l'UDPS. Comment vous dites, moi, mais je suis Swahiliphone, je suis originaire, je suis Swahiliphone, donc je ne peux jamais croire que ça peut arriver. Donc je tiens à démentir formellement que ça, les combattants de l'UDPS viennent de tous les horizons. Ils sont Swahiliphones. La preuve, vous venez de l'Est. Ils sont absolument, ça me fait 34 ans l'UDPS. Aussi 34 ans. Ancien président fédéral de l'UDPS à Bukavu. Ça veut dire que donc l'UDPS renferme toutes les catégories des membres, toutes les couches sociales sont à l'UDPS, venant de tous les horizons. Donc vous vous rappelez que d'ailleurs, lorsqu'on implantait le parti à l'époque, vous aviez 4 fondateurs et chacun avait un pôle. Vous aviez Kibasa Maliba pour le compte de Swahiliphones. À l'époque, vous aviez Marcel Yaweboa qui était pour le compte
de Lingalaphone, Tshisekedi Omulumba pour le compte de Lubaphone, et puis nous avions à l'époque Vincent Mbwakem Nyaroliem, qui était pour le compte de Kikongophone. Et c'est comme ça qu'ils ont pu ratisser l'âge jusqu'à nous recruter, nous autres là, de tous bords. Donc, UDP est un parti national et toutes les tribus, toutes les provinces sont représentées. Donc, il n'y a pas de discrimination envers une... Le tribalisme, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, il n'y en a pas dans le parti présidentiel. Ça n'existe pas. J'appelle donc tous les Congolais à être unis. Nous sommes un peuple, qu'on soit du nord, sud, est ou ouest. Nous sommes un seul peuple. C'est comme ça que moi j'ai dit qu'en 1998, lorsque M. Kagame, ses troupes partent de Goma vers le Congo central, tout le monde se rappelle, ça n'était pas le Kivu, c'était toujours le Congo. Donc son souci, c'est de prendre le Congo tout entier. D'où les Congolais doivent être unis comme un seul homme pour relever ces défis, pour surmonter encore une fois cette difficulté. Et nous disons que ça sera la dernière guerre que le Congo va mener, que M. Kagame viendra nous imposer ici. Ici, je précise que le poison rwandais, c'est les mensonges. Vous avez vu vous-même le président rwandais devant CNN, on lui pose la question, avez-vous des troupes dans l'est de la RDC? Il a répondu non. Et le monde entier a compris que c'était les premiers menteurs. Parce que c'est l'empire du mensonge. Première chose. Deuxième chose, quand vous suivez le faux narratif de dire en RDC on fait la chasse aux Tutsis, nous devons faire la chasse aux FDLR. Dites-moi, les FDLR, ils sont à Goma? Ils sont à Bukavu? Ici, en République démocratique du Congo, nous sommes 26 égale 1. Pourquoi depuis toutes ces années-là, nous vivons, il y a évidemment des conflits communautaires qui sont gérés, pourquoi on ferait la chasse aux swahiliphones aujourd'hui? Donc moi, si on doit me chasser, parce que je le suis en partie. Alors ça, c'est du poison rwandais. J'ai entendu, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, une voice note qu'on attribuerait à la maman du président. Mais toutes ces choses-là, ne comprenez-vous pas que nous sommes dans une guerre et que dans cette guerre, c'est pas pour rien que nous disons que vous tous, vous êtes des soldats ou des officiers dans cette guerre, parce que c'est aussi par là que le poison de la division passe. Parmi vous ici, mais nous avons des Baswahili. Ont-ils été chassés? Comment vous faites pour reconnaître un Mouswahili? Et si vous regardez bien, dans la plupart, parce que j'ai reçu une vidéo à propos, vous avez une voix qui dit, qui cite, « Ah, tel Aza, tel Rwandais. » Mais faites attention, parce que la tactique, c'est laquelle? C'est de faire une infiltration. La personne qui filme peut prendre une vidéo fausse. Et quand il prend ça, eux, ils peuvent s'en servir pour dire, voilà, regardez là-bas, il y a les discours de la haine. L'enrôlement des jeunes au sein des FRDC aurait été massif au Kasaï oriental, province d'origine du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a mouillé le maillot pour récolter cette moisson. Guy Kabombo Mwadianvita est allé en Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. Sachant qu'il est dans une tournée de mobilisation, la population de Mbuji-Mayi est venue en masse l'accueillir. C'est ici en Mbuji-Mayi qu'il y a eu recrutement massif des jeunes au sein des FRDC. Il s'agit ici d'un accueil chaleureux qui témoigne de l'adhésion populaire à l'action portée par Maître Guy Kabombo Mwadianvita. Cette marée humaine a été conduite au lieu du meeting où le vice-premier ministre de la Défense s'est adressé aux nombreux jeunes qui se sont fait enrôler au sein des FRDC. Guy Kabombo Mwadianvita les a rassurés des bonnes conditions pour leur formation militaire. Je suis très content que vous ayez répondu à l'appel d'enrôlement au sein de l'armée. Je suis content de vous avoir trouvé ainsi. Vous avez coupé vos cheveux et vos regards sont tournés vers le centre de formation. Levez-vous comme un seul homme, car dès ce soir, je vais tout faire pour que vous soyez bien traités.
bien nourris. Bangenzele TV, benze TV, benze kwa bachina. TV wabwa même ndimuna ni mukesa ndinte tekaja. Bwanikana pim. Bulombe wulu katwa kuita bakapiji. Bintu byakala bya babingilisha bana ba mwena Kongo mwakuya ko musalayi kapa ibaja kapa ibavana pimpa to. Bien avant Bujimaï, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, était à Chikapa au Kasaï et Kananga au Kasaï central. Sa tournée avait débuté par Beni au Nord Kivu. Il est résolument engagé dans la vision du chef de l'État. Ne pas faiblir, ne pas capituler. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Mwadianvita, a bravé la peur. Il est allé le 11 février 2025 dans les territoires des Lubero, zone à haut risque, puisqu'entouré par l'ennemi. Ici opèrent les ADF et les autres groupes armés. Ceci matérialise son discours de mobilisation de l'armée nationale à faire la guerre par tous les moyens pour bouter hors du pays les agresseurs et les ennemis de la paix. Partout où il est passé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a eu des mots justes pour remonter les morales de troupes au front. La détermination du vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant est claire. En finir avec les poches d'insécurité et restaurer la paix au pays. Guy Kabombo Mwadianvita est devenu le premier ministre de la Défense à franchir les sols d'une zone rouge depuis 2022. Alors, docteur Ivan, est-ce que vous pensez comme certains que la démarche du couple SSC-Senko vient donc de douaner Kagame? Parce que ça donne quand même l'impression que c'est une affaire entre Congolais. Au départ, ils ont parlé de pacte social. Ouais. Pacte social. Pour la paix. Pacte social pour la paix. Déjà, je ne comprends pas le contenu. Je ne comprends pas la philosophie. Je viens de dire ici que le pacte social pour la paix tel qu'initié en vue d'un dialogue vient mettre à nu ou mettre le Congo une fois de plus à genoux. Parce qu'en tant qu'État souverain, lorsque vous êtes agressé, l'on ne répond par la guerre. On vous agresse. J'aurais bien voulu que les églises se mettent derrière le chef de l'État pour lui dire faisons la guerre. Faisons une déclaration de guerre. Non, mais ils ont déclaré quand même que Nanga a des bons projets. Madame, des bonnes idées. Justement, c'est dédouané. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas faire chercher la paix sans les M23, qu'est-ce que vous dites aux autres mouvements qui sont en gestation? Qu'est-ce que vous dites aux autres jeunes qui se sont donnés corps et âme pour la souveraineté de cette nation? C'est ça la démobilisation. L'Église catholique et les CC viennent donner des béquilles à Corneille Nangaa, viennent légitimer le combat de Nangaa. Le combat de Nangaa, c'est un combat vide sans contenu. Qui peut aujourd'hui... Non, mais il parle d'un régime illégitime. Qui peut aujourd'hui me dire... Je veux en arriver. Qui peut aujourd'hui me dire le combat de Nangaa se fonde sur quoi? Vous me parlez de régime illégitime. Qui a dit aux Congolais à l'issue du processus électoral que c'était le président Tshisekedi qui avait gagné? Pourquoi devrions-nous traiter avec des aventuriers comme Nangaa? Est-ce qu'il avait des armes derrière lui? Il avait des militaires derrière lui? Mais il a dit non, ce n'est pas Chadari, c'est Tshisekedi qui avait gagné. Comment peut-il jouer avec toute une nation comme ça? Avec légèreté la question de l'État. Des gens comme Corneille Nangaa doivent être lapidés simplement. Et donc je viens ici pour dire, je suis contre et je le resterai. Nous ne pouvons pas faire un dialogue, soit dit entre Congolais, avec des sanguinaires, avec des rebelles. Qu'allons-nous léguer à la jeune génération? Lorsque vous êtes frustré et que, par exemple, dans vos maisons, on a volé 2-3 choses, ton père n'a plus d'emploi, il faut aller à la rébellion. Pourquoi, je dis une fois de plus, pourquoi Chadari n'est pas allé à la rébellion?
Chadari devrait être aussi à la rébellion. Bien que j'ai vu certains cadres du PPRD suivre cette aventure. Je pense que nous devons traiter les questions de la nation avec sérieux. Corneille Nangaa ne doit pas venir donner l'impression qu'il a la maîtrise des choses. Et c'est justement la question, c'est justement le souci pour lequel j'ai contre cette histoire de dialogue, contre cette machine SSC5O. Voilà pourquoi nous étions descendus de manière sérieuse pour leur dire les choses ne doivent pas se faire comme ça. Un dialogue entre Congolais, mais c'est autour du chef de l'État. Mais il y a des gens si des consultations doivent être faites. Pour arrêter le sang qui ne cesse de couler dans la arrêter les sangs, accepter la proposition. J'ai vu vos amis même journalistes. J'ai vu vos amis journalistes dire bon voilà, il faut recourir à la sagesse du roi Salomon qui lorsque l'enfant devrait être tué, la maman. Mais ce n'est pas le cas avec le Congo. D'autres parlent disent non voilà, à l'époque Joseph Kabila 1+4 il a accepté de dialoguer. Madame, il faudrait placer les textes dans le contexte pour comprendre les concepts. Nous ne sommes pas dans le même contexte. N'emmenez pas les textes n'importe comment. À l'époque où Joseph Kabila arrive au pouvoir, c'est à l'issue, n'est-ce pas, d'une illégitimation de pouvoir, parce qu'il a pris le pouvoir à la suite d'un assassinat de son père. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas d'illégitimité. Donc les rébellions ne se justifient pas. Nous sommes sortis d'un processus électoral. Je vous donne le cas. Je vous prends encore un exemple ici. Il faudrait que l'histoire, que nous puissions être des historiens du temps présent. En 2006, si j'ai bonne mémoire, Tshisekedi, non, 2011, l'UDPS n'avait pas pris part aux élections. Je me rappelle qu'en 2006, je crois, le président Félix était même élu, mais il n'avait pas participé. Mais pourquoi n'était-il pas allé en rébellion? C'est-à-dire qu'autant le PPRD en 2018, n'a pas pris part au processus électoral, mais il ne doit pas nous donner l'impression que c'est la fin du monde. Lorsqu'on crée un parti, c'est de manière délibérée. On décide d'adhérer à un mouvement ou à un autre. Lorsque vous ne prenez pas part à un processus, vous voulez dire qu'on vous a écarté du système? Non. On n'a écarté personne. Ceux qui ont été élus, moi j'ai été candidat, j'ai échoué, je m'assume. Pourquoi je ne suis pas allé en rébellion? Pourtant j'ai dépensé énormément de l'argent. Vous voyez? Donc je pense que lorsque l'on vous donne des responsabilités, il faudrait être sérieux. Ne nous amenez pas des aventures. Non, parce que vous bénéficiez de la grâce du peuple congolais. Nous prions chaque jour, parfois d'une manière naïve, tantôt de manière consciente. La situation qui prévaut à l'heure actuelle demande de nous des attitudes bien réfléchies. Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, que la situation actuelle a été bien préméditée de l'intérieur de la RDC? Parce que les Congolais vont quand même se rappeler, nous sommes en août 2023, Monseigneur Chollet qui était à la recherche d'un jeune courageux. Vous vous rappelez? Allez-y. Il était à la recherche d'un jeune courageux qui pouvait quand même faire un coup d'État, et c'était à la veille des élections de décembre 2023. Je vous ai dit que depuis que Tshisekedi a accédé au pouvoir, le président Tshisekedi est convaincu que l'Église catholique n'est pas derrière lui. Que l'Église catholique, le couple ne le soutient pas. Même lorsqu'ils sont venus avec ces dialogues, c'est un piège. Est-ce que le problème, c'est un piège parce qu'on va se rappeler que la guerre a commencé avant l'installation même du président de la Commission électorale nationale bien avant l'installation du président Kadima, l'Église catholique a gardé une dent contre le président Tshisekedi. Ils avaient même appelé à boycotter le processus. Vous vous rappelez? De deux, vous amenez gratuité de l'enseignement. Les intérêts des églises catholiques protestantes sont bafoués. Deuxième acharnement. À côté de cela, troisième élément, le président Tshisekedi, apparemment est d'obédience des églises, je dirais, des réveils. Voilà. Ça énerve les intérêts des églises catholiques. Moi, je leur demande d'être courageux. Mais Félix a toujours fléchi. Il a toujours répondu, le président quand Félix, même, malgré tout ça, il a toujours répondu aux besoins de l'Église catholique. C'est trop fort. Okay. C'est un père de la nation qui est dans l'obligation de mettre tout le monde voilà pourquoi il répond toujours aux besoins. Quand l'Église catholique veut le rencontrer, il est toujours disponible. Effectivement. On se rappelle que le cardinal avait réclamé sa voiture et la voiture il a reçu sa voiture. Et quand il est devenu cardinal, le président de la République... Et même lorsqu'ils ont demandé à être reçus par le chef de l'État, pour cette espèce de dialogue, le chef de l'État ne pouvait que dire oui, parce que la RDC ne doit vivre que par des conciliabules, évidemment.
Mais nous ne devons pas penser dans nos têtes que nous sommes la République des conciliabules du Congo, non. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas la République des arrangements du Congo, non. Et c'est un pays laïque. Hein. C'est un pays laïque. Et donc, lorsque vous voulez poser des actions, d'abord référez-vous à vos fidèles, ça c'est un. Des deux, référez-vous aux institutions en place. Nous avons une ministre des Affaires étrangères qui devait faire tout ce... qui je suppose, est en contact avec toutes, les représentations diplomatiques. La ministre des Affaires étrangères. C'est ça, c'est comme ça que les États échangent. Mais lorsque vous amenez, vous prenez les débats des nations, vous en faites des débats d'individus. Je me pose la question une fois de plus. Qu'allons-nous gérer, qu'allons-nous léguer à la future génération? Des conciliabules en conciliabules. Et donc vous savez très bien que les accords avec les CNDP n'ont pas abouti parce que nous voulions traiter les choses avec légèreté. Les accords avec les M23 au départ n'ont pas abouti parce que nous traitions les choses avec légèreté. Le président de la République arrive, il décide que l'on puisse parler sincèrement avec le Rwanda, avec Kagame, qui a un problème avec mon pays. Je pense que si l'Église catholique devait faire une démarche, ce serait une démarche allant dans ce sens-là. De trouver le cardinal Fridolin Mbongo était là-bas, il a vanté Kagame, donc voilà. Il pouvait rapprocher les deux présidents. Il pouvait rapprocher, il dit non, président Félix, nous vous rassurons que nous sommes vraiment en très bon terme avec Kagame. Nous avons la possibilité de vous le faire venir, ou soit aux États-Unis, soit au Canada, dans un terrain neutre, vous discutez, même en Angola. Vous voyez, et ça allait nous montrer qu'il n'y a pas de, je dirais, d'anguille sous roche. Mais la démarche telle qu'initiée, vous allez vous quitter, vous allez en Belgique rencontrer des individus, alors que Salomon Idi était candidat, je crois, au Sénat ici. Il était candidat rapporteur adjoint du Sénat, Salomon Kalunda. Il a été battu. Et donc il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Le parti de Moïse Katumbi est représenté à l'Assemblée nationale. Alors vous affirmez qu'il n'y a pas de crise, mais chaque semaine qui passe, il y a des voix qui s'élèvent pour appeler à la démission de Félix-Antoine Tshisekedi. Je comprends. C'est justement la direction que prend la situation. C'est la direction que l'Église catholique et les CC voudraient bien que nous puissions arriver. Ah, pour quel intérêt? J'en arrive. C'est ce qu'on appelle la démobilisation. Vous êtes en guerre, vous vous levez. Quelle démocratie? Nous vivons par moments, à un certain moment, à un excès de démocratie. Un excès de démocratie. Ouais. Comment un chef d'État élu, reconnu par la Constitution, qui est la mère gestionnaire de la République, vous allez dire, voilà, que le chef de l'État doit démissionner. Que prévoit la Constitution? Et pour quel acte, pour quel fait? Nous sommes agressés, nous devrions en réalité être unis. Nous sommes agressés, nous sommes envahis. Il y a des Congolais qui décèdent matin, midi et soir. Nous ne devons pas venir avec des propositions d'une telle légèreté. Je condamne fermement ceux qui tiennent de tels propos. Nous devons soutenir le garant du bon fonctionnement de la République. Nous devons soutenir le commandant suprême. Le président de la République passera. Tu sais qu'il va passer. Retenez-le. Et la RDC restera. Madame, Messieurs, place à ce dossier de notre rendez-vous de la semaine. Sans faiblir, Augustin Kabouya continue à porter haut les flambeaux du régime, en dépit des messages tous azimuts pour démoraliser l'armée et démobiliser l'opinion nationale, alors que certaines zones de la partie est de la RDC sont envahies par l'armée rwandaise sous couvert du M23 AFC. C'est mardi 18 février 2025, au milieu d'une masse importante, l'homme a quitté sa résidence à pied vers le siège national sur 11e rue limitée résidentielle, où l'attendaient des centaines de militants pour une causerie morale. Accédant au lutrin, c'est un Augustin Kabouya prêt au sacrifice suprême et qui ne cesse de demander à tout le monde de ne pas paniquer, car a-t-il rassuré, le chef de l'État a le contrôle de la situation. Balobi au secrétaire général à UDPS Akimi, Balobi Boye, s'il faut mourir, n'a pas fait la caca place, comment expliquer Bisso UDPS le long, Bakomi Koye Sabino Biloko pour vous faire peur, et puis il n'a pas besoin de Yango.
naza komituna toza bakombata ou bien toza bakombata te. Eloko bazaki koloba ke non secrétaire général akimaki ezaki pona nini pour pas démoraliser mampinga na biso baloba ke non tous les dignitaires ya régime bakomi kokima mais naza korasire bino na poko alelo mokonzi ya mboka aza kokontrole situation nyonso eza na maboko na ye boyoki yango malamu bao bayaki mpona baintere na bango. Le moment est arrivé au bakotika biso bakokende na bango mais biso tokotikala na mokonzi ya mboka. À ceux de ses opposants qui réclament la démission de Félix Tshisekedi, la réponse du nommé AK-47 est tranchante. Nayokaki mwana bitinda moko ya Katumbi alobi boye. Frank Djongo alobi que tout commence par la démission de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne démissionnera jamais. La démarche na comme sabino que bakokunda biso nyonso avant Félix Tshisekedi a démissionné. Bao bamoni ke bakokoka yango te nzela yango bakende. Biso tokotikala na mokonzi ya mboka tina suka. Félix Tshisekedi a s'improvisé comme président de la République te. Aza élu ya peuple congolais. Biso tokondimaka te ata malamoko que domination étrangère et ya kokonza biso aw. Boza koyoka ngai. Bakati na biso aw. Nalingi koyoka message moko te ya mabe oyo eza kodécouragé mampinga na biso. Boza kolanda ngai. Awa message na biso eza kaka ya kosoutenir tata mokonzi ya ekolo na ba forces armées na biso na ba combattant na biso ba wazalendo. Boza kolanda ngai. Ba discours tribal ezala te. Biso nyonso toza mutu moko mungala muswahili mukongo muluba toza mutu moko zamba pambola bino. C'est dans une ambiance de solidarité et de confiance que le secrétaire général faisant office de président et de l'UDPS, Augustin Kabouya, a bouclé sa causerie morale. Lors de cette séance de travail qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement souminois, notamment le ministre de la Communication et Médias, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et Éveil patriotique, du Tourisme, des Cultures, Arts et Patrimoine et celui des Sports et Loisirs, il était question pour la chef du gouvernement de donner des orientations pour que l'histoire de la genèse de l'insécurité dans l'Est soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Dans ces combats, Judith Souminois tient à enrôler les jeunes futurs dirigeants de ce pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile réel de la guerre économique nous imposée par le Rwanda dans le nord et sud Kivu. Cette initiative rentre dans le cadre d'une démarche d'appropriation de l'histoire importante pour l'unité nationale et les générations futures. Selon les porte-parole du gouvernement, la première ministre souminois s'alignant aux directives du président Félix-Antoine Tshisekedi veut donc des actions coordonnées à tous les niveaux afin d'y rendre accessible la genèse des attaques rebelles au nord Kivu et au sud, son évolution et l'implication des Kagame dans la violation répétitive de notre territoire aux fins des pillages de nos ressources naturelles. Nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans. Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons
beaucoup des diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Notons qu'à travers cette initiative, la Première ministre se place en première ligne pour sensibiliser encore la jeunesse congolaise autour de l'unité nationale et l'amour de la patrie. Lorsque nous avons pris le 12 février l'arrêté qui instituait les territoires de Massissi et Calais comme des territoires zones rouges, en fait, ce sont des territoires pour lesquels l'exploitation et la commercialisation des minerais est maintenant interdite. Pourquoi? Parce que cela rentre en fait dans un mécanisme qui institue ces zones rouges et qui permet à la République démocratique du Congo, dans le cadre des accords qui existent, que ce soit au niveau régional, mais également au niveau international, d'assurer et bien d'identifier que ces minerais sont des minerais issus de zones de conflit et que ce sont des minerais qui ne répondent pas à la diligence raisonnable. Et pourquoi nous avons fait ça? En fait, tout simplement parce que ces sites sont exploités illégalement par le M23 ainsi que le Rwanda. Et ce sont en fait les premiers pas qui nous amèneront vers tout cela. Et je développerai, par exemple, ici ce que nous pouvons faire et nous allons faire, c'est d'instituer après la suspension des exportations de ces produits au travers du Rwanda, par exemple, dans le cadre de la CIRGL. Donc cela nous donne les premiers pas et des prémices pour pouvoir aller faire le plaidoyer au niveau international pour nous assurer que cela ne sera plus commercialisé et que cela ne permettra pas et qu'en fait que ça démontrera que ce n'est pas une exploitation responsable et une exploitation durable. Gardons l'Est, la République démocratique du Congo, Dr Ivan. Alors, plusieurs questions sur des tables, les Congolais qui se demandent, alors on est agressé, le Rwanda ne cesse de nous attaquer, il y a des morts qu'on ne cesse d'enregistrer dans l'Est. Au lieu que la RDC déclare la guerre, nous sommes tout le temps au Conseil des Nations Unies, nous sommes ici à la SADC, au sommet, par-ci, par-là, mais finalement, on parle d'un échec de la diplomatie. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec ces Congolais. Je parie que ce sont des Congolais animés de mauvaise foi. Parce qu'il faut dire qu'une nation, un État ne se gère pas par sentiment, par populisme, par les bruits des réseaux sociaux. J'ai suivi hier les retombées, n'est-ce pas, au niveau de cette démarche diplomatique qui a été menée par le chef de l'État, bien évidemment par l'entremise du ministre des Affaires étrangères, où l'on a appelé à la cessation des hostilités. Il faut également souligner le vote de la résolution 2773 à l'unanimité. Ils ont appelé à la cessation des hostilités. Ça suppose qu'il n'y a pas de solution de guerre, il n'y a pas de solution autour des crépitements de balles. Ce n'est pas la première réunion, donc j'en arrive. On a eu déjà 3, je pense que c'était la 4e réunion. Malheureusement, nous avons en face de nous des rebelles. Qui dit rebelle, c'est un conglomérat des révoltés qui ne tiennent pas compte des normes étatiques. Lorsque l'on pose la question à Kagame, il nie l'existence de ces militaires au front, alors que la réalité est tout autre. Alors qu'il y a des rapports même de l'ONU qui affirment que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. J'ai aimé que, de manière unanime, on a appelé au retour sur la table des négociations. Évidemment, dans les formats Luanda, oui, c'est la première fois. Mais... À l'unanimité, je n'avais jamais entendu parler qu'il y ait des sanctions contre James Kabarebe et Laurence, qui est porte-parole de l'AFC. Mais ce qui, moi, m'a intrigué, c'est que l'on appelle
par exemple, au respect du mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en appelant au respect du mandat de la MONUSCO? Vous le savez très bien que le Congolais n'a pas confiance à la MONUSCO pour la simple et bonne raison. Lorsque Goma était tombé, il y avait la force de la MONUSCO en présence. Ils ont disparu. On n'a pas vu en quoi ils pouvaient sécuriser la population congolaise. Ils ont abandonné les véhicules, leurs camps, ainsi de suite. Tous les réfugiés ont été sont partis en cavale. Et donc c'est pour dire que la mission pour laquelle la MONUSCO est venue faire au Congo, j'ai comme l'impression qu'elle est dépassée. Le maintien de la paix, oui. Mais depuis plus de 30 ans, les Congolais sont en train de mourir. Sur cette question, je pense qu'il faudrait revoir les termes de la discussion. Maintenant, la RDC en tant qu'État souverain ne doit pas aujourd'hui rester dans un laxisme diplomatique. J'appelle ça laxisme diplomatique. Attendre tout l'histoire de la communauté internationale. Lumumba avait dit que l'histoire du Congo ne s'écrira pas en France, en Belgique, au Rwanda ou au Kenya. L'histoire du Congo s'écrira en RDC. Et donc, il est pour moi temps que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, respectueux bien évidemment de tous les accords, de tous les traités internationaux, prenne ses responsabilités en main en tant que garant de la Docteur nation. Ivan, tu parles de Félix Antoine Tshisekedi comme un homme qui respecte les accords, alors que du côté notamment de la famille de Joseph Kabila Kabange, on parle de violation. Félix Tshisekedi, un homme qui ne respecte pas même sa parole, un homme qui ne respecte pas ce qu'il dit. Vous savez, les accords ne doivent pas passer au-delà l'âme de la nation. Ce n'est pas parce que vous m'avez demandé de vous soutenir, de vous donner de l'argent, de payer 66 millions chaque année au Rwanda. C'est ce que vous appelez accord. Et lorsque je ne vous donne pas, vous allez soutenir la rébellion avec l'AFC et les autres. Je pense que c'est un mot qui a été comme ça lancé dans la toile pour discréditer, pour décrédibiliser le président de la République. C'est vrai, regardez le contexte dans lequel le chef d'État accède au pouvoir. Il n'a ni militaire, il n'a ni rebelle à gauche, il n'a ni force alliée, il n'a que la population congolaise. Et il va aux élections, je me rappelle encore, il n'avait pas assez de moyens comme Moïse Katumbi, mais il a battu à plate couture, et c'est Nanga qui a proclamé les élections. En réalité, il ne devrait pas y avoir de frustration. Vous arrivez avec le fameux accord FCC-Cash. Le chef d'État dit, niet, nous devons aller vers l'union sacrée de la nation. Pas comme conglomérat des gens qui viennent se retrouver pour le partage du gâteau, mais en termes de vision pour que nous puissions nous dépasser de tous ces accords inutiles. Si vous me dites que le président de la République refuse de signer, c'est-à-dire renie aux accords qui mettent la République en danger, j'ai dit oui. Mais il est aujourd'hui respectueux. Sinon, le président de la République, dans son état d'âme, fils d'un combattant lui-même, il allait déclarer la guerre depuis tout ce temps-là. Pourquoi il ne fait pas la guerre? Pourquoi il ne déclare pas la guerre? Vous pensez qu'on n'a pas d'armée? Aujourd'hui, regardez les budgets que l'armée congolaise a aujourd'hui. Nous avions hier à peine 400 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,3 milliard. Mais aujourd'hui, il a déclaré comme... Mais vous avez suivi Corneille Nangaa. Il dit, quand je suis arrivé à Goma, j'ai trouvé des armes. Ça suppose qu'il y a le travail qui se fait. Malheureusement, il y avait l'infiltration. Et donc, moi, ici, j'appelle le chef de l'État de retourner vers les missions pour lesquelles le peuple l'a élu. Le peuple vous a élu pour sécuriser le peuple. Ça suppose qu'à la barbarie, il faut des méthodes barbares. Sans ignorer, évidemment, sans mettre de côté les traités internationaux. Vous soutenez la guerre? Je soutiens totalement la guerre. Mais pour la simple et bonne raison, vous avez suivi... avec qui lorsque nous voyons les militaires des FARDC, juste l'ennemi qui se pointe là, tout le monde est parti. Non, je dis, il y a eu ce qu'on appelle démobilisation. Dans la démarche SCC-Senko, je m'assure. Ah, vous pensez que cette situation, nous avons le couple SCC-Senko qui est à la base de cette situation. L'armée congolaise, la même armée, a contenu Corneille Nangaa pendant plus de 3 ans à Bunagana. Vous vous rappelez de cette histoire? Et lorsque la trahison politique est entrée, les Congolais ont commencé à reculer et ils ont commencé à gagner de l'espace. C'est le moment que le chef de l'État interdise cette aventure, cette tournée de consultation. Ils ne sont pas politiques. S'ils veulent consulter,
les pères des églises, même lorsqu'on fait des confessions, les confessions se font dans le silence. Est-ce que les swahiliphones sont inquiétés à Kinshasa comme ça circule à travers les réseaux sociaux? Pas du tout. Une des déclarations du chef d'État aujourd'hui fait le tour de la toile. Pour la première fois, un chef d'État, je n'ai jamais entendu même Joseph Kabila le dire, mais le chef de l'État a reconnu que les Banyamulenge sont nos frères. Si vous voulez, même les Tutsis congolais sont nos frères. Il est venu légitimer ce que le Congolais lambda n'acceptait pas. Dire ce genre de propos, il n'y a pas de guerre entre Swahili, pour la simple et bonne raison, madame. Un jeu de l'ennemi. Il y a des Swahili dans la cour du chef de l'État. Son épouse est Swahili. Dans mon parti politique, la présidente de la Ligue des femmes est Swahili. Dans plusieurs entités, les Swahili sont à l'aise. Il y a un Swahili qui m'a même dit, vieux, ça ce sont des langages des politiciens. Arrêtons de manipuler la population. Arrêtons de donner l'impression. Je sais que l'AFC, avec toutes ses branches, sont forts dans les réseaux sociaux. Je dis, arrêtez de manipuler. Ici, pour moi, de réveiller cette branche, cette fibre patriotique, pour que nous puissions nous aligner tous, comme un seul homme, derrière le président. Alors, ça s'est dit, c'est paru dans les journaux de Jeune Afrique. Selon les proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, bien sûr, donc il souhaite reprendre en main la RDC en proie à un chaos dont il juge, donc Joseph Kabila juge pour responsable Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, pour quelqu'un qui a dit clairement congolais, à la fin de son mandat, qu'après avoir travaillé, après avoir passé autant d'années au pouvoir, il n'a pas eu un seul Congolais, 6 Congolais pouvant l'aider à réussir. Il n'a pas réussi à transformer l'homme zaïrois en Congolais. S'il veut diriger la République du Zaïre, je comprendrai. La République du Botswana, je peux accepter, mais pas la République démocratique du Congo. On va se rappeler quand même qu'un membre du FCC sur ce plateau avait dit Joseph Kabila Kabange est silencieux parce qu'il est en train de chercher des solutions pour son peuple. Pas du tout. Dire qu'il est en train de vouloir faire tuer le Congolais, le chef de l'État l'a dit. Si c'est ça la solution que vous dites, je dirais oui. Mais la paix au sens de la paix. Les Congolais sont prêts à accueillir Joseph Kabila Kabange qui veut vraiment reprendre son siège. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Les débats sur Joseph Kabila, je reviendrai un autre jour pour vous en parler. Le Congolais aujourd'hui sont fiers du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je dois vous le rassurer. Le président Kabila, en tant que président honoraire, il est parti, c'est fini. Mais la démocratie voudrait qu'un membre de son parti, pourquoi pas Chadari, pourquoi pas Minakou, pourquoi pense-t-il que c'est lui l'homme? Et il venait de procéder même à des nominations. Pourquoi pense-t-il, voilà, qui devient moi, la place de Minakou, je démissionnerais. Parce que dans son pouvoir finissant, c'était Minakou, Chadar et les autres, mais il a dit clairement qu'il n'a pas 6 personnes autour de lui. Mais parmi les 6, peut-être que les Minakou sont là. Il a dit qu'il n'y avait pas 6. Oui, donc il y en a 5. Non, il n'avait même pas 6. Non, il n'y avait personne. Arrêtez de vous moquer des éminents professeurs comme Minakou. Et s'ils ne prennent pas conscience, Minakou, il doit prendre conscience que c'est un Congolais qui doit travailler, qui doit mettre son intelligence, son expérience en tant que président de l'Assemblée nationale honoraire au service du pays. Et non être dans des aventures. Non. Il doit évoluer. Madame, messieurs, on prend ce dernier dossier. On se retrouve juste après. Considéré comme le moteur de la violence en République démocratique du Congo, James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, sont désormais sous sanction des États-Unis. C'est à travers un communiqué de presse publié ce jeudi que Washington a pris cette décision draconienne en incluant également 2 entreprises qu'il contrôle, dont Kingston Fresh et Kingston Holding. Une mesure qui a tapé dans l'œil de Kinshasa. Sur son compte X, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a salué cette décision qui, selon lui, marque le début d'une longue série de sanctions que, je cite, « Nous voulons plus robuste de la part du Conseil de sécurité de l'Union européenne et d'autres partenaires afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles sur notre sol. » De son côté, le ministre de la Justice Constant Mutamba a écrit « Nous saluons vivement les sanctions économiques imposées ce jour
par le Trésor américain à James Kabarebe, ministre d'État rwandais de la coopération régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23 pour des activités terroristes à l'est de la RDC. Le procureur de la CPI est aussi en route, a-t-il écrit. Malgré que sanctions n'ont pas été détaillées, les États-Unis estiment que cette mesure prise aujourd'hui montre à quel point il est nécessaire que le Rwanda revienne à la table des négociations dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l'Angola afin de parvenir à une résolution du conflit dans l'est de la RDC. Ils appellent les dirigeants du Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer toutes les troupes des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC. On ne pourra parvenir à un règlement durable qu'après la fin de la coopération d'État avec des groupes armés illégaux, notamment les FDLR. Je voudrais dire que sans règlement du statut du M23 dans le cadre d'un dialogue intercongolais, il n'y aura pas de formule politique de cessation du conflit. Il faut que les paramètres soient définis par Kinshasa et Kigali. Autrement, on risque de voir un conflit d'ampleur régionale dont nous voyons déjà les signes avant-coureurs. La Russie salue les efforts des États de la région et des dirigeants africains pour stabiliser la situation dans l'Est de la RDC. Nous saluons les décisions des sommets de l'Union africaine, de la SADC, de l'OCAE et de la CEAC. Nous espérons que les partis entendront les voix de leurs voisins et qu'il y aura des résultats. Il faut avant tout mettre à terme aux souffrances de la population civile. Nous sommes très préoccupés par les conséquences humanitaires de l'escalade des violences dans l'Est de la RDC. Nous sommes alarmés par l'augmentation des cas d'exécution extrajudiciaire, de violences sexuelles, de recrutement d'enfants et de groupes armés illégaux. Tout cela doit cesser. Les images de transport de mercenaires européens à Kigali ont fait le tour du monde. Nous estimons que ces événements ne correspondent pas vraiment avec la manière dont la Russie voit le mandat de la mission conférée par le Conseil. Nous sommes convaincus également que le silence de nos collègues européens et américains face à des tels faits va de pair avec leur zèle à condamner la coopération bilatérale des pays africains dans le domaine de la sécurité avec d'autres États. C'est particulièrement étonnant alors que depuis longtemps, il y a une campagne de désinformation contre la Russie concernant le renforcement de la coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité. C'est du deux poids, deux mesures néocolonial dans toute sa splendeur. C'est également l'une des causes de la poursuite du conflit. En conclusion, permettez-moi de vous assurer du fait que la Russie continuera à contribuer aux efforts visant à mettre un terme à l'escalade de la violence et à rétablir les perspectives d'un règlement diplomatique. Les Congolais ont besoin de paix, de sécurité et de savoir de quoi demain sera fait. C'est précisément leurs intérêts que nous défendons ici au Conseil. Je vous remercie d'avoir convoqué une autre session urgente du Conseil relative aux récents développements dans l'Est de la République démocratique du Congo et la nécessité de trouver une voie de sortie d'une crise qui représente une menace claire pour la paix et la stabilité de la région des Grands Lacs. En dépit des multiples appels internationaux à un cessez-le-feu et à la cessation des offensives, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a continué sa progression dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Cette avancée a eu des conséquences dévastatrices, entraînant la perte de nombreuses vies humaines lors de la prise de contrôle de Goma. En 2 semaines, l'Alliance Fleuve Congo, dont le M23 est une des principales composantes, a établi une administration parallèle à Goma avec la désignation d'un gouverneur et d'un maire. Au Sud Kivu, le M23 s'est emparé de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu, la capitale de chef-lieu de la province le 16 février. Le M23 a depuis continué son avancée et s'est emparé hier de la ville de Kamanyola, qui est à la hauteur du point de jonction des 3 frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma
et a aidé à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI-RDC. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO pour les rotations essentielles à la mise en œuvre de son mandat, dont la priorité est la protection de la population civile. Par ailleurs, les infrastructures essentielles de la MONUSCO à Goma et dans d'autres localités du Nord Kivu sont soumises à une pression extrême. Elles abritent des personnes qui s'y sont réfugiées pour bénéficier de la protection de la mission conformément au droit humanitaire international. Docteur Ivan, il y a l'Union européenne qui a convoqué donc l'ambassadeur rwandais à Bruxelles. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui considérer que les lignes sont en train de bouger en faveur de la RDC? Effectivement, parce que pour la première fois, j'ai vu Kagame être agité. J'ai vu pour une fois Kagame prêt à insulter le président Macron. Prêt à insulter. Il a d'ailleurs rompu ses relations diplomatiques avec une coopération qu'il avait avec la Belgique. Et aujourd'hui, il menace. J'ai suivi, il était devant les cours des tribunaux, les magistrats du Rwanda, a menacé une fois de plus de révéler les vrais auteurs, n'est-ce pas, du génocide rwandais. C'est parce qu'il est menacé. Voilà la victoire. On doit faire confiance à la communauté internationale. Moi, je vous ai dit, moi, je suis un souverainiste. Vos histoires de communauté internationale, oui, par principe, parce que nous sommes une nation. Mais en tant que pays souverain, nous devons compter sur nous-mêmes, avec nous-mêmes. Il n'y a aucun pays étranger qui voudrait qu'il y ait la paix en RDC. Que la paix que François Fanon avait dit, que la gâchette dont François Fanon avait dit, puisse être déclenchée. Il n'y a aucun pays étranger ne le voudra. Alors il faudrait comme ça une responsabilité nationale, une conscience collective autour des vrais enjeux. Mais par rapport à la situation des leurs, je suis satisfait. Je suis convaincu que sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo ne fait que gagner de poids. Mais aujourd'hui, il y a certains Congolais qui estiment qu'il est temps pour la RDC de quitter ces organisations, notamment le Conseil de sécurité, la francophonie, l'Union africaine. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait donner des signaux de révolution. Les signaux de révolution voudraient bien qu'au nom de la souveraineté de notre nation, que l'on puisse revoir notre participation dans certaines, par exemple la francophonie. Nous sommes le plus grand pays francophone, mais la France ne nous traite pas de la même manière qu'elle traite le Rwanda. Et c'est parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, ou de ce que nous apportons à la francophonie, ou c'est parce que nous sommes prêts à nous plier comme ça, ou nous avons perdu la conscience sur notre avenir et notre devenir. Ou c'est parce que la RDC n'avait pas encore compris ce qu'elle représente. Effectivement, la RDC apparemment n'avait pas compris ou n'a pas encore compris que c'est la plaque tournante du monde. C'est la plaque tournante de l'Afrique. Vous ne pouvez pas parler de développement au niveau de l'Afrique sans pour autant parler de développement de la RDC. La RDC est considérée comme la plus belle femme aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi j'en appelle ici à la conscience collective. Vous ne pouvez pas quitter de manière délibérée la francophonie, sinon ils vont faire la guerre. Alors les nations aujourd'hui n'ont pas d'amis. Même pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt, c'est les rapports de force. Aujourd'hui, on respecte la Russie parce qu'il a la force, il a l'armée. On respecte aujourd'hui la Corée du Nord parce qu'ils ont les militaires possibles pour y poster. Ils ont l'arme nucléaire. Ils doivent nous respecter en réalité parce que nous avons un sous-sol riche, que nous pouvons sécuriser, que nous pouvons mettre au profit de la nation congolaise. Alors, quelle est votre interprétation de cette déclaration du président ougandais qui dit « L'armée ougandaise n'appuiera pas les FARDC dans la guerre contre le M23 et la FC ». Effectivement, ça ne me surprend pas. L'Ouganda, c'est les parrains de Kagame. Et qu'est-ce que vous attendez de plus? Je pense qu'il faudrait que le chef de l'État, avec toute la corporation militaire, se mette à table afin d'abord d'identifier quel est notre partenaire parmi les 9 voisins.
Je peux vous rassurer qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucun partenaire. Donc la RDC est seule contre le 9. La RDC est seule contre les 9. Mais nous devons nous mettre en tête que la RDC est plus forte que les 9 voisins. Et donc, ça ne m'étonnerait pas d'entendre le président Yoweri Kaguta Museveni faire de telles déclarations parce qu'il sait que son pouvoir est finissant. Il a un allié. D'ailleurs, le fils de Museveni appelle Kagame son oncle. Vous touchez à Kagame, vous touchez aux intérêts de Museveni. Nous disons à notre armée que la plus forte armée, c'est la population. Vous avez la confiance de la population. Ne cédez pas, ne reculez pas. Nous sommes derrière vous. Nous avons envoyé nos enfants. Nous avons envoyé nos cousins, nos cousines. C'est vous, nos frères. Et donc, vous devez ne pas être traumatisés par les appels des politiques. Ils sont arrivés au Congo en 98, ils sont partis. Ils sont arrivés en 2001, ils sont partis. Sous Joseph Kabila, je crois en 2015, ils étaient arrivés, ils n'avaient plus Goma. Ils étaient partis, ils vont repartir. Et le cours normal de la vie congolaise va revenir. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli la libération de Jean-Marc Akabound à Kabound? Félicitations. Je pense que c'est ça la décrispation au niveau local. Lorsque l'on parle de pacte social, mais le président de la République a déjà pris des mesures, je dirais, des décrispations. Le prisonnier politique que vous avez voulu, c'était par exemple Lord Iledjador Kabound. Donc je félicite la promptitude, mais aussi la sérénité avec laquelle l'émissaire de la justice a travaillé sur instruction du chef de l'État pour libérer les prisonniers. C'est ici, de manière pédagogique, question pour nous de tirer l'attention aux politiques ailleurs. Parce que la politique est polie, comme on le dit. Il faut respecter les institutions établies. Autant que Corneille Nangaa, par exemple, s'il veut être réintégré en tant que Congolais, il doit revenir entre les mains de la justice, puisqu'il est condamné, on le met à la prison. Il court ses 20 ou 30 ans de prison et un jour il va sortir. Et Mike Moukeba qui a été condamné à 30 mois, mais qui a déjà passé 21 mois. C'est une bonne chose. Je pense qu'il a déjà passé 21 mois. Il est condamné à 30 mois. Je pense qu'on va faire appel. Mais c'est une bonne chose déjà que son dossier soit fixé. Que l'on sache nous tous qu'il a été condamné. Et pour telle cause, c'est autant de mois. 30 mois moins 21, ça fera peut-être 7 mois. Qui sait? Peut-être qu'il sortira dans 9 mois. Pardon, 30 mois 21, ça fait 9. Peut-être qu'il sortira dans 9 mois. Mais moi, je suis content que la justice congolaise a pris une vitesse supérieure pour condamner ceux qui doivent être condamnés et libérer ceux qui doivent être libérés. Alors, c'est complètement fini. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a quand même des politiques qui disent qu'ils sont en exil. Est-ce que, sous Félix Tshisekedi, il y a des politiques qui sont allés en exil? Je dirais qu'il n'y a pas de politiciens en exil parce que leur parti politique continue à fonctionner. Si de manière délibérée, vous choisissez d'aller vivre pour comploter avec l'ennemi, de vivre au Botswana ou je ne sais pas moi au Kenya, si de manière délibérée, vous décidez d'aller vivre en Belgique. Ivan Ilunga n'a pas de résidence en Belgique. Je n'ai pas de contact en Belgique. Si aujourd'hui il y a un problème, je resterai dans mon pays. Je veux me soumettre aux lois et aux dictats de ma nation. Ne soyons pas rebelles en République démocratique du Congo. Vous n'êtes plus au pouvoir. Faites l'opposition si vous voulez. Entre-temps, Bahati a quand même eu l'autorisation de partir. Hein, bonne santé à lui. Bonne santé. J'espère qu'il est malade et nous lui souhaitons prompt rétablissement. Mais aux traîtres, nous devons leur dire que ceux qui vont trahir cette nation auront face à eux des révolutionnaires. Des vrais révolutionnaires. Des gens qui n'ont pas peur d'être tués. Je suis allé à la Cinco, nous étions à peine 20. Je ne vous dis pas les menaces que j'ai reçues à la Cinco. Et les menaces que je continue à recevoir. Mais je donne un message à la nation congolaise pour dire que vous pouvez tuer les humains que vous avez. Lumumba est mort. Nous continuons à avoir la lutte continue. Mouzé est mort. Vous voyez Tshisekedi réincarner Mouzé. C'est-à-dire que vous pouvez me tuer. Il y a la jeune génération qui a compris notre... Alors, Dr Ivan Ilunga, c'est complètement fini. Les Congolais vont retenir que pour vous, la solution passe par la guerre. Non, la solution passe par la souveraineté. Et la souveraineté d'un État, c'est la guerre contre la guerre. Les traités face aux traités. Lorsque vous voulez la diplomatie, nous allons en diplomatie. Voilà, nous avons gagné. Mais lorsque vous nous faites la guerre, madame, nous devons déclarer la guerre. Alors, c'est complètement fini. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population. À la population congolaise et quinoise, je vous appelle à la résistance, à la résilience. Ne cédons pas aux aventures des politiciens. Le Congo nous appartient. Nous devons soutenir la nation congolaise. Soutenir la nation congolaise, c'est être derrière ces institutions. Les institutions de la République sont incarnées par le président de la République. Ne cédons pas dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, dans les Facebook, à la campagne de diabolisation, à la campagne de séduction négative
contre notre nation. Nous n'avons que cette nation. S'il faudrait qu'on puisse atteindre le président Tshisekedi, je vais paraphraser le ministre Moutamba, ils vont marcher sur nous. Alors, merci beaucoup, madame et messieurs. Je rappelle que Dr Ivan Ilunga est président du parti politique, le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7, mesdames et messieurs. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision. N'hésitez pas à nous contacter par des voies que vous connaissez, via les réseaux sociaux, par des numéros. Et la porte de Info 7 reste grandement ouverte, je ne cesserai de le dire. Eh bien, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Il est temps. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne Haute Définition.